Chères auditrices, chers auditeurs, bonsoir. Nous sommes ce soir à la Nouvelle Ève avec Pierre Porte. Bonsoir Pierre Porte. Bonsoir à tous. Voilà. Donc je tenais à interviewer Pierre Porte pour une simple bonne raison, parce que c'est un grand chef d'orchestre, un grand compositeur de musique. Alors Pierre, l'expérience de la musique, ton expérience la plus significative qui t'a mené sur le chemin de la musique a été laquelle en fait ? Qu'est-ce qui a été le déclencheur de cette passion musicale Le départ, toute ta vie ? Ouais. Ben, j'avais 11 ans. Ouais. Bon, j'étais à Marseille, je suis marseillais, mais je suis né à Marseille. Bienvenue, alors on n'est pas loin, hein, vous cuisez marseillais. Ouais. Et le conservatoire et les études musicales ont commencé à l'âge de 7 ans. D'accord. Mais dans mon parcours, dans la grande variété, surtout en français, Ouais. française, télévisuelle, elle est partie, j'avais 11 ans. Ouais. J'écoutais dans les petites radios, je crois que c'était encore des postes à galène, que mon père trafiquait un peu pour écouter les premières chansons qui étaient diffusées à la radio de Gilbert Bécaud. Gilbert Bécaud m'a donné cette énergie, m'a communiqué cette énergie qu'il avait au piano, et à sa façon de chanter. Et ça m'a poursuivi jusqu'à maintenant. D'accord. Et donc après, vous avez fait le conservatoire, ou vous avez suivi des études de musique sur Marseille, tout ça et tout, et ça a encore plus agrémenté Conservatoire de Marseille, ouais. Pour le solfège. Ouais. Conservatoire un peu plus tard, de Toulon pour l'écriture musicale. D'accord. L'harmonie, la fugue, le contrepoint, tout ce qui est écriture musicale. Et Paris pour accéder au prix, je dis au AUX, parce que le prix d'harmonie, le prix de fugue et de contrepoint. Ouais. Et j'ai eu comme maître Maurice de Rufflet, donc on connaît bien le Requiem, qui est au Conservatoire national supérieur de musique, à Paris, rue de Madrid. D'accord. Votre premier morceau, vous l'avez à quelle époque vous avez vraiment mis votre morceau sous note que vous avez harmonisé de A à Z, c'est-à-dire du début jusqu'à la les premiers morceaux idée, pendant le parcours conservatoire, j'écrivais des petites pièces à la manière d'eux, Bach, Mozart, et c'était le programme officiel dans les classes d'écriture. D'accord. On travaillait, on composait, on écrivait dans un certain style, on apprenait l'écriture de chaque grand compositeur, comme Bach pour la fugue et le contrepoint, Mozart avec toute cette fantaisie et cette écriture très mélodique et très gaie. Et puis Beethoven, on étudiait tous les grands auteurs. D'accord, tous les grands auteurs. Et ça, c'est à Paris. Ça. D'accord, ça c'est à Paris. Donc c'est à partir là que j'avais 22 ans. 22 ans. Et premier morceau que j'ai écrit. Voilà, que vous avez écrit. Que j'ai composé. J'en ai composé pas mal. Ouais, hein. Mais celui qui a été le plus marquant pour vous par rapport à votre début de carrière, il y en a tellement que vous ne savez même plus en finalité. Non, c'est ça là où j'ai vraiment appliqué toutes mes études musicales, mes 17 années de conservatoire, de 7 à 24 ans, c'est énorme. C'est lorsque j'ai été responsable et directeur musical de toutes les émissions des Carpentiers à partir de 1972. Et là, je composais un ballet chaque semaine. À chaque semaine. Un générique et diverses musiques d'accompagnement de l'émission. Des émissions des Carpentiers qui ont été pour moi... le tremplin, en fait, un grand tremplin. Un tremplin, mais j'avais déjà un peu d'expérience dans l'écriture, et ça m'a donné vraiment ce rythme intense de travailler rapidement et efficacement pour les émissions qui étaient diffusées tous les samedis en direct. Pour lesquelles émissions surtout? Toutes les émissions des Carpentiers, grosso modo. Alors, j'ai pris un peu en route parce que c'est Claude Bolling qui avait la direction musicale. Ouais. Et comme j'ai travaillé avec lui un peu dans l'ombre pendant 2-3 ans, j'ai accédé. Après, lorsque Claude n'a plus le temps de s'occuper de ça, il avait d'autres occupations, musique de film, il m'a donné le relais. D'accord. Et les Carpentiers, ils me connaissaient déjà en tant que collaborateur de Claude Bolling. Et j'ai assumé pendant...
plus de 100 shows télévisés avec les Carpentiers. C'est pas rien quand même. Sur 3-4 ans. Ça représente un show par semaine. C'est énorme, c'est énorme. Et sur combien d'années donc ça a duré? Les Carpentiers, ça a duré de 72 à 76. Ouais. Date à laquelle, l'été 76, où Jacques Martin, Ben oui, c'est ce que j'allais voulant dire. créer l'émission de tout le dimanche, les bons dimanches de Jacques Martin, m'a contacté. Et vous êtes parti dans l'aventure avec Jacques Martin. Alors, les Carpentiers avaient mis un nom, ont mis un nom sur Pierre Porte, et on me voyait quelquefois aussi diriger chez les Carpentiers, mais c'était pas régulièrement. Et Jacques Martin a mis une image. Alors, tous les dimanches, j'étais avec le grand orchestre à l'Empire. Et c'est vous qu'on voyait de dos donc? De dos et puis de face aussi. face Ça aussi, arrivait, ouais, mais souvent de dos. Ouais, souvent de dos. En tant que chef d'orchestre donc du coup. Chef d'orchestre, mais j'avais aussi composé toutes les génériques de tout le dimanche, de midi à minuit, parce qu'il y avait à midi, j'ouvrais avec le Bon Dimanche, la France. D'accord, ok. Et ensuite, j'apparaissais 4 fois dans l'après-midi avec le grand orchestre pour jouer un thème très connu, mais arrangé de manière à ce qu'on ne le reconnaisse pas tout de suite, pour que le public reconnaisse le titre. Et ça faisait toute une phrase. Par exemple, hier encore, dans Znavour, hier encore, les feuilles mortes se ramassent à l'appel, on faisait une phrase avec les titres des 4 chansons que je jouais, et celui qui trouvait les 4 titres il avait gagné. Et la phrase, il gagnait un poste de télévision couleur. À l'époque, c'était quelque Ça, chose. c'était tous les dimanches, et ça a duré 2 ans, de 77 et tout 78. D'accord. Donc je suppose que vous avez fait plein de rencontres. Toutes les rencontres imaginables. Voilà. J'ai travaillé avec des comédiens, des acteurs. Les chanteurs Alors, connus, évidemment. tous les chanteurs connus de l'époque. Aznavour, vous avez tous. Aznavour, alors Beko, que j'ai retrouvé à Paris, parce que c'est lui, Beko. sans me connaître quand j'étais adolescent, je l'ai eu sous ma baguette. Oui, c'est ça, c'est un truc de fou. Il vous inspire et après vous vous retrouvez. Et on se retrouve. Ça vous a fait quoi ce jour-là? Ça a dû être hyper émouvant pour vous. 15 ans, 18 ans après. Quoi, je le Ça vous a fait quoi? Ça devait être. Même plus que ça, 20, 25 ans, parce que Martin c'est 78. Et donc, oui, j'avais une 34 ans. Au niveau émotion, c'était intense, je suppose. Oui. Alors Beko, Lama, Marcel Amont, Marie Laforêt, tout ce qui... Alors après, je sais que vous avez fait des musiques de films aussi. J'ai fait quelques musiques de films qui ont marqué. J'ai collaboré en co-signature pour Monsieur Klein de Joseph Lozé. C'était quelle année ça? Ça c'était en 74 ou 75, 1974-15, oui. Après j'ai fait avec Christian Jacques 2 films, Docteur Justice et puis La Vie parisienne, en film. Ah ouais, d'accord. Après il y a eu La femme fidèle de Roger Vadim avec Sylvia Christel et pas mal de téléfilms. D'accord. Téléfilms. Téléfilm pour la télé, donc de la musique pour les séries télé. Et alors lesquelles les plus parlantes? Ça date déjà des années 80. Alors j'avais fait avec Michel Lang, il y avait une série qui s'appelait Baldipata avec Annie Cordy à Aznavour et Charles Aznavour, qui est acteur alors. Oui, tout à fait. Entre autres, et puis certains autres avec Claude Barrois, on avait fait. Comment il s'appelait le chinois là, un nom vietnamien, le chinois, le flic de la. Je ne me rappelle plus. Le nom ne me revient pas tout de suite là. C'était un grand flic de Marseille. C'était le titre de la série. J'avais fait toute la musique pendant quelques années. D'accord. Et le passage au musical alors, après? Parce qu'après, il y a le Moulin Rouge, l'aventure du Moulin Rouge. Le fait d'avoir fait ces classes avec les grands shows des Carpentiers, ça vous a... et avec Jacques Martin aussi, et les grands orchestres en direct, bien sûr. J'ai été contacté pour faire les musiques de 3 revues, de 1976 à 92, pour les Folies Bergères. D'accord, ok. Et aux Folies Bergères, Ruggero Angeletti, metteur en scène, avec Doris Hogg, du Moulin Rouge depuis 1962-3, 1962, avait dit un jour on travaillera ensemble. Il m'avait remarqué donc et à la télé et aux Folies Bergères, et ça a débouché sur la première revue que j'ai fait pour le Moulin Rouge en 1987, où Jackie Clerico m'a fait une confiance sous les recommandations de Ruggero Angeletti, qui nous a quittés il y a 3 ans. À l'âge de 91 ans,
Il vivait en Italie, il travaillait en France aussi. Et là, donc, j'avais fait la première revue, formidable. D'accord. C'est formidable. Ouais, je sais, Fêtons un centenaire, c'est formidable. Après, vous avez fait donc Féerie, Alors, c'était le centenaire du Moulin Rouge en 1988. Et on a fait la première le 8 février 1988 avec un nouvel esprit que je leur ai apporté. Ils étaient ravis. C'est en présence du prince Édouard d'Angleterre. On a créé la première de Formidable qui a duré 12 années. Ah oui, quand même. Et début... à la fin de Formidable, 2 ans avant, on a travaillé, ils m'ont refait confiance. Bien sûr. Carte blanche pour faire la musique de Féerie qui, aujourd'hui, à l'heure où on se parle, est toujours sur scène pour la 18e année. On est dans le record, j'ose pas dire mondial, parce qu'il y a des grands shows aux États-Unis, à Broadway, qui durent depuis plus longtemps. Mais dans ce style de revue, on est les premiers. D'accord. À vous de durer si longtemps, et c'est pas fini. Et oui, parce que c'est ce que j'avais vu, 18 ans, et alors est-ce qu'il y a c'est pas fini. Des projets, on ne peut pas trop parler peut-être? On prépare. Ouais. On prépare un prochain spectacle. D'accord. Mais qui devrait être vu effectif, celui-ci comme ça, je l'ai écrit il y a 22 ans, mis sur scène il y a 18 ans. Donc c'est une autre génération. Alors si les parents sont venus voir Féerie, leurs enfants ont atteint la majorité et ils leur disent c'est super, tu devrais y aller. Bien sûr. Donc j'imagine. Et les spectateurs et l'audience au Moulin Rouge se rajeunit d'année en année. Ah oui. J'étais il n'y a pas longtemps. En effet, j'ai constaté qu'il y avait des publics de plus en plus jeunes, chose qu'on ne voyait plus il y a ne serait-ce 15 ans en arrière où c'était... Mais c'est une musique intemporelle. Ouais. Puis votre musique, c'est vrai qu'elle est entraînante et puis on sort avec encore les... C'est une musique intemporelle avec des mélodies qu'on retient facilement. Tout à fait. Toujours orchestrée avec... un nombre de musiciens très conséquent. C'est toujours un orchestre symphonique. Là, oui, il y a combien de musiciens qui interviennent sur la musique du Moulin Rouge? Les enregistrements qu'on fait de la bande sonore musicale, c'est une moyenne entre 80 et 100 musiciens et choristes. Ah ouais, c'est pas rien. C'est un sacré boulot. Donc. Ah, c'est 2 ans de travail en amont, composition, orchestration, enregistrement. Oui. Alors, il m'est arrivé, donc pour Féerie, on a enregistré pendant plus de 700 musiciens sur 3 semaines. Ouf. Ouais. C'est beaucoup de travail, mais c'est passionnant. Mais le simple fait que le Moulin Rouge, qui sont producteurs de tout ça, de tout ce que j'écris, tout ce qu'on enregistre, ils ont compris qu'en mettant des moyens importants, on allait... passer les modes, parce qu'on ne peut pas être à la mode au Moulin Rouge, sinon ça ne peut pas durer. C'est sûr. On dit que l'aphorisme de Jean Guiton, vouloir être dans le vent, c'est-à-dire à la mode, est une ambition de feuille morte. Tout à fait. Bien sûr, ça ne dure pas. Ça ne peut pas durer, la feuille morte. Et alors les projets, d'après ce que je peux comprendre, ce que vous pouvez dire, il y a donc la nouvelle revue pour le Moulin. Alors ça, c'est dans quelques années. Et entre-temps, vous, est-ce que vous avez... je réserve la surprise. Là, je suis quand même... vous connaissez, quand on va chez un avocat, chez un docteur, c'est le secret professionnel. Voilà. Donc, et là, j'ai toute confidentialité. Et à l'automne 2018, on se revoit. Et il y aura beaucoup de choses, je pense. Ah ouais. Bon, écoutez, monsieur, je vous remercie beaucoup de nous avoir accordé de votre temps. Et puis, alors, une dernière petite question. Quel est le souvenir qui vous a le plus marqué dans toute votre carrière? Est-ce qu'il y en a un que... Eh bien, le 25 juillet 1978, au château de l'Empéry à Salon de Provence, dans le cadre du festival de jazz qu'ils organisaient depuis très longtemps. Je crois qu'aujourd'hui, ça n'existe plus, je pense. Et j'ai eu la délicate tâche et l'honneur de diriger Ella Fitzgerald avec l'Orchestre Philharmonique de Nice. Ah oui. Plus de 70 musiciens. Ça a été filmé par Antenne 2 à l'époque, ça a été diffusé après, par la suite. Et c'était une aventure pas facile. Oui, surtout Ella Fitzgerald, en plus, vous, là, il fallait... Comme j'étais en pleine vogue sur le plan télévisuel et pour me voyer souvent, l'agent de Ella Fitzgerald avait demandé qui pouvait... Et que vous. Alors là, j'avais composé toute une première partie symphonique classique, composé une petite symphonique et dirigé aussi Roger Boutry dans
Rhapsodie en bleu de Gershwin et une suite de Bizet en Provence. Donc c'était bien dans le cadre qui est approprié. Et ce souvenir est superbe quand je revois les photos avec Ella à côté de moi. Ella Fitzgerald. Et moi j'étais en t-shirt en train de répéter. Et alors on se parle. Moi j'avais un anglais de terrain, mais elle était adorable. Et ils ont demandé qui pouvait faire ça. Et puis alors l'agent en France a dit nous on connaît un jeune qui va pouvoir faire tout ça. Et ça a été fantastique. C'était une aventure qui restera gravée. Alors, il y a eu de grands moments aussi. La première au Moulin Rouge, formidable, c'était fantastique. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Et puis, si vous aviez un conseil à donner à un jeune auteur, un jeune compositeur comme ça, qu'est-ce que vous lui diriez? Vous diriez quoi? D'aller jusqu'au bout de ses rêves parce que tout est possible? Je pourrais lui conseiller surtout que la chance viendra le trouver, surtout lorsqu'il est en train de travailler. Voilà. Donc le travail, la persévérance. Lorsqu'il n'est pas... la chance ne vient pas vous trouver en dormant. Ouais. Lorsque vous dormez. Il faut travailler beaucoup. Alors, évidemment, il faut avoir les opportunités, avoir l'intelligence d'être là où il faut, quand il faut. Alors là, après, c'est un autre talent, ça. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais un jeune aujourd'hui qui veut réussir dans le métier qui est le mien, c'est beaucoup de travail. Et on va conclure avec ça. Je pense qu'il comprendra, qu'il voudra le comprendre, c'est de décrocher le téléphone avant qu'il ne sonne. Ouais. Aller provoquer sa chance, en clair. Ça corrobore la première idée, et ça c'est tellement important. C'est sûr, c'est sûr. Et là, on peut dire que depuis 30 ans au Moulin Rouge, en 30 ans, grosso modo, à quelques milliers près, j'ai totalisé, vraiment, on va dire à 10 000 spectateurs près, j'ai totalisé plus de 21 millions de spectateurs au Moulin Rouge en 30 ans qui sont venus voir le spectacle, écouter ma musique sans me connaître, puisque je ne suis pas sur scène. Et oui, en plus, c'est ça le pire. Mais écoutez, Pierre Porte, merci beaucoup. Et puis on se retrouvera pour de nouvelles aventures, j'espère. Dans une petite année à peine, même pas. D'accord, super, merci encore.